qu'en est-il du rituximab, une molécule anti-CD20 spécifique du lymphocyte B, qui a suscité beaucoup d'engouement dans le traitement des lymphomes, de la polyarthrite rhumatoïde, mais et plus récemment du lupus. Le rituximab expose surtout aux infections par les germes extracellulaires et aux infections virales. On incrimine souvent la lymphopénie et l'hypogamma pour le traitement prolongé dans la genèse de cette susceptibilité aux infections, mais également l'âge des patients et les corticoïdes associés. Alors, comment le rituximab va augmenter le risque infectieux chez ces patients? Le lymphocyte B, qui exprime à sa surface le CD20, qui est un marqueur de maturité du lymphocyte B. Le lymphocyte B mature va produire des auto-anticorps, va activer le lymphocyte T pour la défense anti-infectieuse et va également favoriser la formation des complexes immuns qui vont contribuer à la clairance des antigènes bactériens. Le rituximab, étant un anticorps spécifique du lymphocyte B, va se fixer sur les molécules de CD20 et va bloquer les étapes de l'immunité humorale qui va augmenter la susceptibilité aux infections, surtout à germes extracellulaires et aux infections virales. Alors, le risque infectieux du rituximab a fait l'objet d'une méta-analyse publiée en 2009 qui a étudié, entre autres, le risque infectieux du rituximab, et le risque relatif, toutes études confondues, était de 1,45. Les infections étaient surtout pulmonaires, mais également il y a eu des réactivations de l'hépatite virale B sous rituximab. Et on incrimine souvent le schéma de 1000 mg x 2 espacé de 15 jours dans l'augmentation du risque infectieux. Alors, qu'en est-il de l'hépatite virale B? Également, sous rituximab, il y a une augmentation du risque de réactivation. L'hépatite virale B sous rituximab confère un surrisque de mortalité qui peut atteindre 50%. Le risque d'hépatite fulminante existe également, mais également il existe un risque d'hépatite de nouveau chez les patients traités par rituximab. Une complication qui m'a semblé intéressant de vous le rapporter, puisqu'elle n'est pas fréquente mais elle est grave, c'est la logoencéphalite multifocale progressive, qui est une maladie déminimisante du système nerveux central. Elle est due à la réactivation du virus JC, qui est normalement anodin chez le sujet immunocompétent. Alors, sous rituximab, il existe un surrisque de logoencéphalite multifocale progressive, et ceci a été appuyé par une étude publiée dans Blood en 2009, où 57 cas de lymphe documentés ont été observés. Et ce qui était intéressant à rapporter est que la présentation était dans la majorité des cas déroutante à type de manifestation psychiatrique, ce qui a engendré un retard diagnostique important, et que la mortalité était de 90%, puisqu'on ne dispose pas de traitement pour cette complication, à part bien sûr l'arrêt de la biothérapie et des immunosuppresseurs. Qu'en est-il de l'abatacept? L'abatacept étant un inhibiteur de la co-stimulation entre la cellule présentatrice de l'antigène et le lymphocyte T, utilisé dans le traitement essentiellement de la polyarthrite rhumatoïde. Normalement, entre la cellule présentatrice de l'antigène et le lymphocyte T, il se produit une co-stimulation via les molécules de CMH, mais également via les molécules CD80 et CD28. L'abatacept, qui va se fixer sur le récepteur CD20, va inhiber l'activation des lymphocytes T, l'activation des macrophages et des cellules endothéliales, qui sont les principaux acteurs de la défense anti-infectieuse. Alors, sous abatacept, c'est surtout les infections bronchopulmonaires qu'il faut craindre. Il y aurait un risque plus faible de tuberculose sous cette molécule, mais rappelez-vous qu'on ne dispose pas d'assez de recul pour cette molécule. L'anakinra également est une molécule utilisée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, qui a eu pour cette molécule un regain d'intérêt dans le traitement des maladies auto-inflammatoires récemment. L'anakinra étant un antagoniste du récepteur de l'interleukine 1, qui est sécrété essentiellement par le macrophage et qui aura pour cible plusieurs cellules de l'immunité, essentiellement le lymphocyte T, le polynucléaire neutrophile et les plaquettes. L'anakinra, en se fixant sur les récepteurs de l'interleukine A, va bloquer ces différentes cellules et va favoriser l'augmentation des complications infectieuses. Sous anakinra, il existe un surrisque d'infection. Les facteurs de risque
risques associés, qui sont essentiellement les antécédents infectieux des patients, mais également la corticothérapie, surtout lorsque la dose est supérieure à 10 mg par jour. Et à l'ère des biothérapies, les bons vieux corticoïdes gardent de nos jours un risque infectieux important qui, lorsque la dose est supérieure à 10 mg, ce risque relatif peut atteindre les 2,9. Alors après avoir vu ces complications infectieuses, une question qu'on se pose, est-ce que ce risque infectieux est évitable? En d'autres termes, comment faire profiter nos patients de ces molécules séduisantes sans pour autant augmenter le risque infectieux? Alors la réponse est basée sur 4 éléments. C'est essentiellement le bilan préthérapeutique, le traitement prophylactique, la vaccination et la surveillance. Le bilan préthérapeutique comportera bien évidemment un interrogatoire minutieux, un examen physique qui auront pour rôle de détecter les patients à risque de complications. Également les examens complémentaires qui vont différer selon la molécule de biothérapie et qui, lorsqu'ils sont bien faits, vont repêcher les patients qui sont à haut risque de complications. Le traitement prophylactique s'adresse surtout à la tuberculose latente qui est définie chez les patients sous biothérapie par un patient qui a été au contact d'un patient tuberculeux, les sujets qui ont eu une primo-infection non traitée, les sujets qui ont une IDR supérieure à 5 mm, ou les sujets qui ont un test quantiférant positif, le quantiférant qui justement prend une place importante dans le bilan préthérapeutique des biothérapies. C'est un test qui est recommandé par l'AFSAPS depuis 2001 et qui peut remplacer l'IDR. Également, les patients qui ont une image suspecte à la radiothorax et qui vont recevoir un traitement par biothérapie devraient recevoir un traitement prophylactique basé essentiellement sur l'association INH-rifadine pendant 3 mois ou pour les patients qui ne tolèrent pas la rifadine par INH pendant 9 mois. Et remarque importante, ce traitement devra être commencé 3 semaines avant le début de la biothérapie pour minimiser le risque de réactivation de la tuberculose. La vaccination est également un pilier dans la prévention des complications infectieuses des biothérapies. Vous savez que la biothérapie diminue l'immunogénicité des vaccins, donc il est très intéressant de vacciner les patients avant le début des biothérapies. Le vaccin de l'hépatite virale B est particulièrement indiqué puisqu'on a vu que l'augmentation de la réactivation est possible. Les vaccins de la grippe et du pneumocoque sont également indiqués. Les vaccins vivants sont évidemment contre-indiqués vu le risque de BCG et de complications graves. La surveillance se basera sur la déclaration des cas d'infection sous biothérapie et j'insiste beaucoup sur l'intérêt des données des registres des effets secondaires des biothérapies qui sont ceux qui relatent les complications dans la vraie vie puisque les études en phase 3 ont été rassurantes et ne relatent pas la réalité des choses. Ces registres nous ont permis une meilleure connaissance des complications des biothérapies. Et vous voyez sur cette carte qu'un peu partout dans le monde, nous avons actuellement des registres de déclaration des effets secondaires des biothérapies. Et il serait intéressant d'avoir notre propre registre en Tunisie qui nous dira mieux sur le profil des complications infectieuses qu'on peut observer sous biothérapie. Avant de conclure, je tiens à insister sur quelques points qui ont été déjà dits au cours de la présentation. Le risque infectieux des biothérapies est un risque réel et non négligeable. On incrimine souvent les facteurs de risque associés qui sont essentiellement l'âge et les comorbidités dans l'augmentation du risque infectieux. On insiste beaucoup sur l'intérêt de la prévention qui est basée sur le dépistage et le traitement des patients qui ont une tuberculose latente. Sous anti-TNF-alpha, c'est surtout le risque de tuberculose qu'il faut craindre. Sous rituximab, il faut faire attention à l'hépatite virale B, mais également à la lymphe, qui est une complication extrêmement grave. La vigilance devrait être de mise tout au long du traitement devant le risque de complications tardives. Et je conclurai en disant que l'apport des biothérapies est actuellement indéniable. Ce sont des molécules qui ont eu un grand apport dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires, que leur mécanisme d'action explique en quelque sorte leur iatrogénicité. On n'insistera jamais assez sur l'intérêt du bilan préthérapeutique pour minimiser le risque de complications infectieuses des biothérapies. La surveillance post-marketing est très ciblée
qui idéalement vont bloquer les étapes de la réaction inflammatoire sans pour autant augmenter le risque de complications infectieuses. Et je termine par remercier mes collègues et amis qui m'ont aidé à l'élaboration de cette présentation et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, docteur, pour cette exposé. Est-il des questions dans la salle? Vous avez fait le tour horizon. Vous avez parlé le prix des biothérapies. Il y a deux prix. D'abord, le prix de la biothérapie elle-même et le prix des complications infectieuses. Et là, j'insiste pour que la prescription, avant de prescrire, il faut bien réfléchir. Et il faut que le traitement classique doit être optimisé. On remarque pas mal de patients qui reçoivent des biothérapies alors que le traitement par métaux n'a pas été optimisé d'une manière, c'est-à-dire 0,3 mg par kilo par semaine. Premier point. Deuxième point, concernant l'anti-TNF et virus C. J'ai vu que l'anti-TNF, on peut le prescrire en présence du virus C. Entre-temps, dans les recommandations, il faut quand même vérifier le virus C. Bon, c'est vrai qu'il faut le faire, en tout cas pour un patient qui reçoit, entre autres, aussi des corticoïdes, etc. Troisième question, en comparant, parce que nous, ce qu'on utilise, anti-TNF ou bien le rituximab, surtout pour la PR, en comparant les deux, est-ce qu'on peut dire quelle est la biothérapie entre les deux, infliximab et anti-CD20, qui donne le moins de complications infectieuses? C'est classiquement le rituximab. En fait, le profil des complications n'est pas le même. La tuberculose, c'est les anti-TNF et le rituximab, c'est surtout l'hépatite virale B.